Ok. Bon, on commence toujours par quelques mots de remerciement. Merci à vous, nos fidèles, abonnés au Meetup et aux nouveaux curieux. À vous qui vous êtes connectés à 18h30 après des longues journées chargées. Vous êtes des fous, mais merci à vous. Et aujourd'hui, au programme, je remercie nos 4 speakers, parce qu'on aura un talk, on aura 2 talks qui chacun est fait par 2 speakers. Le premier, ça sera par Karim Saïedi et Soufiane Alouni, des data scientists chez Octo Technologies. Et merci à Clément King et Maxime Kubrick, data scientists chez Adot, pour le deuxième talk qui suivra juste après. Merci à Octo qui qui nous aide pour la logistique de l'organisation de ce meet-up et qui bientôt reverra les éditions présentielles revenir. Donc là, on pourra partager des vraies bières et des bons moments sympathiques en terrasse ou soit dans les locaux Octo ailleurs, mais voilà, teasing pour les prochaines éditions en présentiel qui ne tarderont pas à revoir le soir. Merci à l'équipe d'Orga, Maria, Mehdi et Samy, et tout leur effort pour continuer à organiser ces meet-ups. Et puis avant de commencer, un petit rappel que ça sera filmé et que toutes les vidéos vont être disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous avez le lien. Et sinon, vous avez aussi le QR code que vous pouvez scanner. Voilà, donc le QR code est toujours là. C'est la chaîne où vous pouvez trouver tous nos vidéos. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a certaines où on a oublié de filmer, mais la plupart des vidéos des éditions passées. Cette fois, pour poser les questions, nous allons tester quelque chose de nouveau. Donc là, je vais partager mon écran. On va essayer d'utiliser le système de questions de Meet. Tout le monde voit mon écran? Bon, voilà, donc là, vous pouvez à tout moment interagir avec les speakers. En tout cas, vous pouvez poser vos questions. On prendra les questions-réponses après l'école. Et en fait, vous avez, vous voyez là, le bouton en bas du Meet avec des formes carré, triangle, cercle. Voilà, donc là, vous cliquez sur Activité et vous prenez Activité questions. Si vous avez vos questions, voilà, vous les posez ici. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Oui. Ok, voilà, c'est tout. Eh bien, sans trop tarder, c'est parti. Je laisse Karim Saïedi et Sofiane Alouni nous présenter leur talk sur la conception, sur comment concevoir un système d'inspection visuelle évolutif. Sofiane, Karim, à vous la parole. Yes, bah merci, merci Wassel. Je te propose quand même de te présenter rapidement, si tu veux, avant qu'on projette les slides. Oui, alors Karim Saïedi, enchanté tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à Octo depuis 4 ans. Je me suis spécialisé dans l'inspection visuelle et dans les données émanant d'un milieu industriel. Avant cela, j'étais chercheur. J'ai fait ma recherche sur la computer vision, et le NLP. Et aujourd'hui, avec Sofiane, on va vous présenter un sujet qu'on a fait chez plusieurs clients. Et on s'était dit pourquoi ne pas faire voilà, une architecture évolutive pour ne pas refaire à chaque fois from scratch les mêmes choses, quoi. Sofiane, je te passe la main. Yes, Sofiane Alouni, donc data scientist chez Octo également. Donc, comme le disait Karim, on a pas mal travaillé ensemble sur des sujets d'inspection visuelle et notamment avec d'autres Octo ici présents. Voilà, donc je m'intéresse à tout ce qui est computer vision, NLP. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler computer vision. Donc, je vais vous partager mes slides, mon écran, et du coup, vous me dites si vous voyez bien.
Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ok, bah, Karim, à toi la parole. Alors, voilà, le titre, c'est concevoir des systèmes d'inspection visuelle évolutifs. Donc, dans le titre, il y a inspection visuelle. Donc, on commence avec le premier slide qui reprend, pas tous les projets que nous avons faits, mais des exemples de projets, histoire de mettre une image sur le titre ou sur le concept, et aussi de vous parler un peu de ces projets-là et qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur ce qu'on appelle un système évolutif à travers, une clean archi. Donc, un système d'inspection visuelle, en fait, quand on parle d'inspection visuelle, c'est aujourd'hui pour une grande partie de cette tâche-là, c'est traité par des humains, donc manuellement. Et on parle de soit regarder la qualité d'un produit qui est fabriqué sur une chaîne de production, soit s'assurer que, par exemple, un bateau qui va repartir ou un navire qui va repartir en mer et peut repartir en mer et qu'il n'y a pas trop de corrosion. Donc, par exemple, là, au lieu d'installer des échafaudages et de faire descendre un inspecteur dans des cuves de bateaux, dans des cuves de navires, on prend un drone. Sur le drone, il y a une caméra. Cette caméra-là peut filmer. On peut embarquer sur ce drone-là un algorithme deep learning et on peut, sur ce stream-là, frame par frame, détecter s'il y a une corrosion ou pas et l'emplacement de cette corrosion-là. Ça, c'est un exemple. Donc, la caméra, là, elle est sur un drone. Un autre exemple, une autre caméra qui est posée pour regarder si on a des contaminations dans des boîtes de pétri. Ensuite, on envoie le résultat de cette détection-là à un robot qui va placer est-ce que la boîte elle est contaminée, la boîte elle n'est pas contaminée. Et un autre type de caméra peut être des caméras thermiques pour détecter l'empreinte thermique ici dans l'exemple d'un tube en plastique afin de dire si la soudure du plastique a été bien faite et s'il y a un défaut et quand est-ce que le défaut va apparaître dans la chaîne de production. Donc pour résumer, sur de l'inspection visuelle, on essaie d'automatiser le travail d'un opérateur ou d'un inspecteur. On pose une caméra, ces caméras-là peuvent être de différents types, thermiques, on peut avoir des caméras linéaires parce qu'il faut scanner scanner de la matière. On peut avoir des caméras matricielles comme les caméras grand public afin de détecter soit des défauts ou détecter des malformations qui peuvent être catastrophiques. Donc, l'inspection visuelle, c'est cela. Sur le slide suivant, donc, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, en fait, sur ce que j'ai dit, sur les différents exemples, il y a des patterns qui ont émergé à travers tous les projets que nous avons faits. Donc, à chaque fois, là, par exemple, c'est une voiture qui passe sur la ligne de production, on veut détecter les roues. Dans ces roues-là, est-ce qu'il y a un problème, ou pas? Donc, à chaque fois, il y a une acquisition. Sur cette acquisition-là, on va appliquer un algorithme. Cet algorithme-là, il va faire une inférence. Cette inférence-là, elle va avoir des résultats. Ces résultats-là, il faut les interpréter. Donc, il faut y mettre une décision de métier. Soit pour dire, là, vous avez bien compris, on grossit le trait juste pour l'exemple. Cette décision de métier veut dire, OK, ça part en livraison chez le client. Non, il faut faire du rework et stocker voilà, cette pièce dans un endroit. Donc, le pattern qui émerge, c'est qu'on a besoin toujours de faire de l'acquisition, donc de mettre différents types de caméras. On a toujours besoin de faire de l'inférence, donc de faire plusieurs types de modèles selon le besoin. On a besoin de traduire la décision qui a été faite par le modèle par une décision de métier, et on a besoin de stocker les images et les résultats quelque part. Donc c'est pour cela que voilà, pour nous, c'était évident afin de ne pas repartir from scratch ou de repartir de zéro à chaque fois, d'avoir un socle générique qui est facilement adaptable pour qu'on puisse changer de la décision métier comme on veut, changer de hardware quand on veut et changer de modèle quand on veut.
C'est pour cela, donc sur le slide suivant, c'est pour cela que nous avons initié ce projet-là qui se concrétise par en fait une architecture, une clean archi, qu'on a appelé Visual Inspection Orchestrator, pour nous permettre d'aller en production, rapidement en production, et de s'adapter facilement à l'environnement client. Quand on arrive, on a déjà quelque chose, on n'a pas besoin de recoder à chaque fois, parce que c'est les mêmes briques. Ce qui change, c'est le type de caméra, ce qui change, c'est la décision métier, ce qui change, c'est où est-ce qu'on va stocker les données, ce qui change, c'est où est-ce qu'on va stocker le modèle, ce qui change, c'est le modèle à entraîner. Donc c'est pour cela qu'on a fait ce projet en clean archi, et je laisse Sofiane détailler cette archi-là. Oui, merci Karim. Donc vous avez compris, on ne va pas parler de modélisation, on ne va pas tuner des modèles de deep learning aujourd'hui. Le but de ce talk, c'est plus de parler de design applicatif. Notre objectif principal, c'est de dire, demain on arrive chez un client, on ne démarre pas de zéro, on déploie une V1, et ensuite on peut adapter facilement aux contraintes du client, pour utiliser ses caméras à lui, pour utiliser ses bases de données à lui, etc., etc. Donc on a regardé ce qui se faisait du côté du software engineering classique, entre guillemets, pour voir comment on pouvait atteindre cet objectif et s'il y avait des bonnes pratiques à récupérer. Donc à Octo, voilà, on aime bien faire du code de qualité et on essaie de s'inspirer aujourd'hui dans tous nos projets de machine learning de ce qui se fait dans le software engineering parce qu'il y a des méthodes éprouvées et parce que voilà, il y a des pratiques de qualité dont on peut largement s'inspirer. Du coup, on a fait le choix d'adopter une architecture qu'on va qualifier de domain-centric. Alors, vous aurez peut-être entendu parler de clean architecture, d'architecture hexagonale. Pour ne pas faire de jaloux, on va parler d'architecture centrée domaine, ce qui veut dire, en gros, que la logique métier de notre application va être au centre de cette architecture. Et autour, on va avoir tout plein d'interfaces qui vont nous permettre de dialoguer avec le monde extérieur. Donc concrètement, un peu de vocabulaire sur une telle architecture. Le cœur de l'appli, ça va être ce qu'on appelle le domaine. Le domaine, principalement, on va avoir un ensemble de use cases. Alors un use case, qu'est-ce que c'est? Un use case, c'est un processus métier qui va s'exprimer dans un langage métier qui est un langage naturel qui parle aux experts métiers. Ce use case va manipuler ce qu'on appelle des entités. Donc, les entités, ça va être des objets du domaine. Donc, ça, dans notre cas, dans l'inspection visuelle, ça va être des objets qui passent sur une ligne de production, par exemple. Ça va être une configuration d'une station d'inspection visuelle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des objets des entités, des objets du métier. Ensuite, autour de ça, autour de ce cœur, ce domaine-là, on va avoir tout plein de ports qui sont en fait des interfaces vers des services externes. Les services externes en question, ça peut être des caméras pour la capture, ça peut être des services de stockage, donc les bases de données, ça peut être des services d'inférence, etc., etc. Et enfin, pour lier tout ça, on va externaliser et passer une configuration qui est externalisée et qui nous permet de nous adapter à l'environnement où on est. Donc, selon qu'on soit en environnement de développement, d'intégration, de production, ou chez tel ou tel client, bah, en fait, on va passer des configurations différentes qui vont nous permettre d'utiliser des instances concrètes de nos différentes interfaces. Alors, c'est un peu abstrait, mais du coup, on va voir concrètement, dans notre cas, à quoi ça correspond. Dans un contexte d'inspection visuelle, on peut imaginer les choses suivantes. Encore une fois, on commence par le cœur de notre application. Aujourd'hui, on a un unique use case qu'on a appelé le supervisor, mais en gros, le use case en question, c'est inspecter un objet et dire s'il est conforme d'un point de vue qualité ou pas. Donc, les entités qu'on va manipuler, ça peut être très bien des items, hein, des objets manufacturés, et aussi des règles business, donc les règles métiers. Ces règles métiers vont différer d'un contexte à l'autre, d'un client à l'autre, et c'est pour ça, ça reste de la logique métier, donc c'est au cœur vraiment de notre application, et c'est ça qui va changer d'un contexte à l'autre. Autour de ça, on va avoir plusieurs interfaces. Donc là, on n'a pas tout représenté, mais schématiquement, on peut imaginer qu'on a des interfaces de caméra. Donc ce sont des interfaces qui nous permettent de prendre des photos, quelles qu'elles soient. On va avoir une interface de service d'inférence. Donc c'est quelque chose où il y a un modèle entraîné de deep learning, de machine learning quelconque. On va lui envoyer des données d'entrée, il va nous renvoyer une réponse. Et ensuite, on va avoir d'autres interfaces
pour le stockage. Par exemple, on va stocker nos images pour des besoins de réentraînement, pour des besoins d'analyse plus tard. Ou bien, on va stocker des métadonnées. Donc, ça peut être les paramètres de l'inférence, ça peut être les configurations des caméras, ça peut être les résultats, ça peut être tout ça à la fois. Et autour de ça, on va avoir notre configuration qui nous permet de choisir. Donc, pour vous montrer en fait un peu en quoi cette architecture a été utile, ça, c'est des vrais retours en fait de terrain, d'expérience qu'on a eu. Typiquement, quand on a commencé à développer notre produit, notre plateforme VIO, on n'avait pas de caméra à disposition. En fait, on avait commandé des caméras, ça avait pris du retard, etc. En fait, on n'avait pas envie d'être bloqué dans le développement de notre application. Donc, on a pu commencer par une implémentation simulée, moquée de nos caméras. Donc, on avait juste une classe qui nous fournissait des images à partir d'un dossier sur notre file system. Et du coup, ça nous permettait d'avancer sur le reste de l'application et sur la logique d'inspection sans être bloqué par le dispositif de capture. De la même façon, sur la partie inférence, on a pu démarrer rapidement. Au début, en utilisant un modèle fake, c'est-à-dire qui renvoie juste une réponse hard-codée. Ensuite, on est passé assez vite sur du TensorFlow Serving. Pour ceux qui connaissent, c'est une solution conteneurisée de TensorFlow qui permet de servir des modèles de deep learning. On est passé là-dessus. Et ensuite, on a eu des problèmes au moment de l'inférence. On avait une inférence qui était assez lente, notamment parce qu'on a choisi à un moment de déployer sur des Raspberry Pi. Donc, c'était un peu lourd. Et on a pu pivoter assez rapidement en utilisant un serving custom qu'on a codé nous-mêmes, qui utilisait des modèles plutôt TensorFlow Lite, donc qui sont plus légers. Et tout ça, on a pu le changer sans impacter le reste de l'application. Tout ce qui est logique business n'a pas bougé. On a juste agi pendant un certain temps sur la partie inférence. De la même façon, sur les stockages, au tout début, quand on a commencé ce projet-là, et qu'on voulait avoir une chaîne de bout en bout, on ne stockait pas vraiment. En fait, on avait un stockage en mémoire, on va dire, des images et des métadonnées. Ensuite, on est rapidement passé sur un stockage sur le file system, donc directement dans des dossiers, on stockait les fichiers. Et ensuite, à un moment, on a voulu montrer un peu tout l'aspect remontée automatique des données vers le cloud. Et là, on a pu basculer vers du stockage sur Azure, donc du blob storage et une base de données relationnelle pour les métadonnées. Voilà, donc déjà, le message, c'est que le choix de cette archi, en fait, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas juste un truc qu'on a voulu expérimenter, c'est le fruit, en fait, de plusieurs projets qu'on a fait et où on s'est confronté à plusieurs difficultés. Et ce choix-là, ces projets-là nous ont appris qu'on a besoin de pouvoir s'adapter rapidement. Parce que les clients se cherchent des fois, parce qu'ils ne savent pas de quel choix technologique on va prendre. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont commander comme outil, comme hardware en fait, pour la capture, etc. Et aussi, notamment, parce que les différents composants peuvent avoir des cycles de vie différents. Donc, en fait, les data scientists, ils peuvent potentiellement vouloir itérer et produire de nouveaux modèles très souvent, alors que peut-être la logique de stockage, elle ne va pas beaucoup bouger. Donc, le fait d'être découpé comme ça en interfaces implémentées à leur tour par différents adapteurs, ça nous permet de répondre à toutes ces problématiques-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement dans le code à quoi ça ressemble. Hop, je passe ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Yes. Tu peux agrandir la police, s'il te plaît. Je peux agrandir. Ouais. Donc, là, si vous regardez à gauche, là, sur le menu de mon projet, on est dans notre superviseur et dans notre application, on a un dossier qu'on a appelé domaine. Alors là-dedans, c'est vraiment que du langage métier qu'on manipule, que des objets du domaine. On ne s'encombre pas d'éléments d'infrastructure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon use case principal supervisor ici, je vais injecter au démarrage de l'application différents objets. Donc un storage de métadonnées, donc un stockage pour les métadonnées, un stockage pour les images, un service d'inférence, etc., etc. Et si vous regardez bien ici, les méthodes qui nous servent à injecter ces éléments-là, en fait, elles renvoient des interfaces. Par exemple, metadata storage ici, ce n'est pas une implémentation concrète, c'est juste une interface, un contrat qui nous dit que n'importe quel objet héritant de cette interface-là, eh bien, il doit m'exposer des méthodes save, les méthodes get, etc., etc. De la même façon, un modèle forward, ce qu'on appelle un modèle forward, c'est un service d'inférence,
eh bien, c'est juste une interface qui expose une méthode qui s'appelle Perform Inference. L'avantage, c'est que donc, ce superviseur, quels que soient les éléments qu'on va lui passer, les éléments d'infrastructure qu'on va lui passer, il va toujours pouvoir faire son inspection parce qu'il va toujours interagir avec le monde extérieur via un contrat d'interface qui est le même indépendamment de l'implémentation qu'on met derrière. Du coup, tout ça, faut bien à un moment fournir une implémentation concrète. Donc, au démarrage de l'appli et selon l'environnement où on va charger une certaine configuration par variable d'environnement. Et c'est cette configuration-là qui va nous permettre de spécifier des implémentations concrètes qu'on va passer à notre superviseur. Typiquement, la configuration qu'on a appelée default, donc c'est la configuration par défaut, eh bien, ça dit que le stockage de métadonnées, c'est une base de données MongoDB. Le stockage d'images, c'est juste mon file system, etc. Et par exemple, le serving, c'est un TensorFlow serving, tout simplement. Donc ça, c'est une config par défaut. C'est ce qu'on passe à notre superviseur quand on lance notre application. Et si on regarde l'un des exemples, par exemple la base de données MongoDB, là, en l'occurrence, c'est une implémentation particulière du stockage de métadonnées. Et ça implémente les différentes fonctions du contrat d'interface. Donc ça, c'était un peu juste pour jeter un coup d'œil rapidement à ce que ça donne dans le code. C'est peut-être très évident pour des gens qui viennent de la programmation orientée objet et du Java. En Python, c'est un peu moins ce qu'on fait d'habitude et encore moins dans tout ce qui est machine learning. Mais pour nous, ça a été assez pratique d'adopter une telle architecture. Du coup, on va passer à la démonstration. Et pour cela, je vais lancer rapidement notre application locale. Donc, le but du jeu ici, c'est, on va dire, j'ai mon service d'inspection, là, mon système d'inspection visuelle. On a un petit front simple. Est-ce que vous voyez le front? C'est un front fait par des data scientists, donc soyez s'il vous plaît. Yes, on le voit. On le voit, il est beau. Il est beau. Merci, Russell. Ici, donc, vous voyez, donc ça, c'est une interface. En fait, il faut se dire que ça va être mis à disposition d'un opérateur, une usine, par exemple, sur un écran. Et ici, on va commencer par choisir une configuration. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour l'instant, j'ai une seule configuration qui, en gros, utilise une caméra fake. Donc, c'est une fausse caméra, c'est-à-dire que ça va juste lire une image sur mon disque dur. Et ensuite, on va utiliser un modèle simple qui va contrôler si je porte un masque ou pas. Donc, comme c'est une caméra fake, ça va juste lire dans mon disque des images que j'ai enregistrées hier. On va faire les premières inspections. Hop. Donc là, vous voyez, c'est ma photo d'hier. Je ne porte pas de masque, donc c'est KO parce qu'il faut porter un masque. Je refais... Et tu ne portes pas le même pull, c'est très important. Et je ne porte pas le même pull, du coup, c'est pour vous prouver que voilà, c'est pas le même modèle. Donc voilà, donc là, je suis avec un masque, et donc c'est OK, parce que la règle métier dit, si la personne porte un masque, alors c'est bon. Donc voilà, ça, c'est le modèle initial. Admettons maintenant, mon client qui utilise cette application, en fait, il a décidé d'utiliser un nouveau type de caméra. Et donc là, pour la démo, je vais utiliser la caméra de la webcam de mon Mac, tout simplement. Donc, moi, quand on a fait notre application, on l'a faite en clean archi. Et donc, comme on vous l'a promis, ça va être super simple d'ajouter une nouvelle caméra sans casser toute l'application. Du coup, hop, on va arrêter notre petit superviseur. Donc là, il ne se passe plus rien. Ensuite, on va changer de branche, parce qu'on a tout préparé. Et on va relancer notre service. Alors, je vais vous montrer ce qui a changé dans le code pour que vous compreniez un peu l'avantage et le confort que ça apporte pour un développeur. Donc, concrètement, alors, le nombre de fichiers impactés, déjà, il n'est pas énorme. Et vous allez voir que l'impact est minimal. Donc, on a ajouté une nouvelle configuration. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vu qu'on utilise un nouveau type de caméra, on veut pouvoir switcher entre les deux configurations. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle config qui utilise une caméra de type Mac Camera et qui utilise toujours le même modèle. Ensuite, on a juste rajouté la Mac Camera dans la liste des caméras supportées. Donc ça, c'est un autre fichier d'inventaire. C'est un détail. Et ensuite,
tout ce qu'il y a comme implémentation dans le code, ce sont à peu près les 27 lignes que vous voyez là. C'est juste un adapteur pour l'interface caméra qui implémente les méthodes du contrat d'interface, donc principalement la méthode capture. Et ça, c'est juste le bout de code qui permet de capturer une photo avec une caméra de Mac. Si on regarde la suite des changements, en fait, tout le reste, à part un petit import ici et une librairie supplémentaire, il n'y a rien d'autre qui a changé dans tout le reste de l'application. C'est les seuls modifs qui ont été faits. Principalement, c'est juste une nouvelle classe qui a été implémentée. Donc, si on repasse maintenant sur notre application, on va repasser dans la conf. Vous voyez que là, il y a deux configurations maintenant. On va sélectionner celle avec la caméra du Mac. Et là, on va repasser sur le trigger. Hop, et là, vous voyez, ça m'a pris en photo avec mon pull vert. Et ça dit que c'est KO parce que je ne porte pas de masque. Alors, si je mets mon masque, on fait la même chose. Et là, c'est OK parce que je porte mon masque. Voilà. Donc, c'était tout pour la démo. Le message à retenir, en gros, c'est que en adoptant une telle architecture, on peut s'adapter rapidement au contexte de notre client et à ses contraintes, hardware notamment, en faisant le minimum de changements sur la base de code. Voilà, et donc là, je repasse la main à Karim pour quelques conclusions. Alors, tu as évoqué, Sofiane, la plupart des takeaways. C'est simple de changer. Bah là tu viens de le montrer avec juste en instantiant des fonctions qui ont été définies dans l'interface. Donc, ça nous permet d'avoir une application très, très flexible. C'est aussi une partie qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu le temps de montrer, mais sur la partie règles métier, là, il y avait une règle métier simple. Quand il y a un masque, c'est OK. Quand il n'y a pas de masque, c'est pas OK. Mais les règles métier peuvent être très, très complexes. Ça permet, quand la règle métier est complexe, ça permet d'avoir un langage ou en tout cas un framework et une boîte à outils avec le métier pour discuter, pour lui dire, bah voilà, là on a ça, ça ressemble à ça, tu peux rajouter ça et ça et ça nous permet d'avoir un framework et ne pas rentrer dans des workshops de design qui sont infinis pour coder la règle métier. C'est un standard d'équipe parce que des projets comme ça, c'est une grosse équipe. Donc, mettre une archi comme ça et commencer avec une archi comme ça, tout de suite, on met le rythme dans le projet et dans les développements qui vont être faits en équipe. Et voilà, c'est des guidelines de design applicatif. Le code, vu qu'il est séparé, il est testable très facilement. Mais c'est pas tout, ça c'est le takeaway, ça c'est ce qu'on a présenté. La big picture, ça c'est vraiment le type de l'iceberg. Une application comme ça, bah, elle est dans un milieu industriel, donc avec des spécificités hardware qui sont différents. Nous, on doit se connecter à des automates dans les usines pour justement rerouter le résultat. Donc il y a d'autres briques que nous n'avons pas présentées où on se connecte à des automates. Un système d'inspection visuelle avec cette application, quand elle est mise dans une station, dans une usine, c'est pas une station séparée, c'est plusieurs stations dans plusieurs lignes de production et plusieurs usines. Donc il faut gérer un parc, il faut savoir comment déployer. Donc il y a de la gestion de parc derrière. Nous, on le fait aujourd'hui sur Azure avec Azure IoT Hub. Donc voilà, ce dernier slide, c'est un peu aussi vous présenter la big picture et une archi comme ça, avec codé comme ça nous permet de rajouter encore des briques par rapport à une complexité à laquelle on est confronté sur le terrain, comme la gestion de parc, les spécificités hardware, les contraintes de l'industrie. Il n'y a pas d'Internet dans les usines, etc. Voilà pour nous. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a des questions. Donc, nos contacts, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez n'importe quelle question. On sera aussi ravis
discuter sur d'autres sujets. Sachez que nous, on recrute. Donc, ravi d'avoir des discussions. Wessel, du coup, tu gères comment après? Merci Karim et Soufiane. On va déjà prendre les questions qui se sont posées effectivement. Ouais, il y a Ala qui a posé une question. Comment appelle-t-on ce type d'architecture? Est-ce que c'est bien l'archi hexagonale? Alors, justement, c'est pour ça que moi j'ai parlé à un moment d'archi centré domaine, parce que je sais que des fois ça suscite chez les crafts des discussions assez longues sur le nommage des entités, etc. Est-ce que c'est des interfaces? Est-ce que c'est des ports? Est-ce que c'est autre chose? Donc nous, en fait, c'est un peu un mix en termes de terminologie. On utilise des choses qui viennent de la clean archi, des choses qui viennent de l'archi hexagonale. Le tout, en fait, c'est vraiment de se dire l'important, c'est de casser la dépendance entre la logique métier et les différentes implémentations et les frameworks. On n'a pas envie que notre logique métier soit fortement dépendante de telle ou telle implémentation. Donc, c'est surtout ça. Alors, je ne saurais pas comment l'appeler. C'est plutôt. Wessel peut-être pourra nous dire si c'est plutôt de l'hexagonal ou pas. Écoute, moi, je pense que je suis comme vous. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la parentalité de ce type d'archi. Hein. Je laisse l'oncle Bob et Alistair Coburn faire leur fight dans les réseaux sociaux à leur guise. J'aime bien comment vous expliquez les principes, que voilà, vous avez une logique métier que vous chérissez, vous voulez qu'elle dépende d'abstraction et pas des implémentations. Et c'est un peu le point fort qui va vous permettre un peu d'avoir cette adaptabilité que vous cherchez dans ces milieux. Moi, tu m'expliques le principe comme ça, tu l'appelles même l'archi Sofiane Karimi. Je prends, j'aime bien. On a une deuxième question de Quentin qui nous demande: est-ce que vous avez mis cette archi en place dès le début? Si oui, pourquoi? Avez-vous senti dès le début qu'il allait avoir de ce besoin? Sinon, vous avez pris le temps de faire du refacto ou simplement c'est une bonne pratique pour tous les projets? Alors non, pas du tout. Alors cette archi-là, c'est le fruit de travail. Simple is beautiful. Ça paraît simple comme ça quand on dit voilà les patterns. Il y a toujours une caméra, il y a toujours une règle métier, etc. Mais pour arriver à ça et pour arriver à cette archi-là, on s'est cassé les dents sur plusieurs projets. Et du coup, il y a eu beaucoup de refacto. On avait des intuitions qu'il fallait faire quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout le cas. Donc oui, pour aujourd'hui, c'est simplement une bonne pratique pour tous les projets d'inspection visuelle qu'on fait. Mais au début, c'était pas le cas. Ok, cool. Ouais. Merci Quentin pour ta question. Yes, alors il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées sur le chat. Bon, voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont une question, n'hésitez pas. Et sinon, yes, il y a Maxime, effectivement, qui lève la main. Je t'en prie, Maxime. Ouais. Non, parce que je n'ai pas eu le temps de l'écrire, mais du coup, en pratique, après, vous faites comment? Là, vous avez un peu tout le code un peu abstrait et vous en faites un package et après, pour chaque, ou un module, et pour chaque application, vous faites import du module et puis ce qui va aller chez le client, c'est que la partie vraiment dédiée à son use case, quoi. Ou est-ce que vous rajoutez des folders à chaque fois dans le projet pour à chaque fois qu'il y a un nouveau use case ou enfin. Alors effectivement. Voilà, un peu sur la mise en pratique après de l'archi. En pratique, en fait, aujourd'hui, effectivement, quand je vous ai montré mon écran, dans le code, il y a quelques dossiers qui traînent, qui disent TF-Lite Serving, etc. Parce que c'est encore du travail en cours. Dans les faits, le système, dans sa globalité, est construit avec des microservices. Et donc, en fait, on va utiliser tel ou tel conteneur selon le milieu où on débarque, selon le contexte où on arrive. Par contre, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut démarrer facilement avec des trucs tout moqués autour.
Donc, on peut aller en prod très vite. En fait, c'est ça l'idée vraiment, c'est d'aller en prod le plus vite possible et ensuite de pouvoir itérer facilement en implémentant telle ou telle interface de la façon qui va bien, avec un service en conteneurisé, avec une implémentation en classe, ça dépendra du contexte. Voilà. Parce que je ne sais pas si ça répond à la question.